Le 18-19 d'Edwige Chevrillon. Vous êtes bien dans le 18-19 avec mon invité Philippe Etienne, ambassadeur de France, et donc qui a été ambassadeur à Washington de 2019 à 2023. Bonsoir Philippe Etienne. Merci beaucoup d'être avec nous parce qu'en plus, ce qui est intéressant, vous avez été le Sherpa, comme on dit, d'Emmanuel Macron. Ça, c'était 2017 à 2019. Vous avez été ambassadeur en Allemagne aussi. Et puis même, vous avez été à la représentation permanente à Bruxelles. Donc, c'est dire si vous avez un parcours et vous allez peut-être nous l'illustrer aujourd'hui par ce qui s'est passé, du moins tout à l'heure, à Davos, avec ce discours quand même, un peu discours fleuve, avec deux parties, une qui était vraiment faite pour les chefs d'entreprise qu'il avait devant lui, puis l'autre partie qui était, moi je dis un peu la géopolitique a pris au nul, parce que c'était un peu simpliste, mais avec quelques phrases quand même très fortes sur le Groenland, pourquoi le Groenland est essentiel pour la sûreté, la sécurité des États-Unis, mais en même temps il n'en pourra pas la force, et puis quand même une ou deux phrases sur l'Europe. Bon, il a taclé le président Macron en disant que il avait essayé de jouer au dur, mais enfin bon, qu'il l'avait vu avec ses lunettes, qu'il avait... Emmanuel est peut-être dans la salle, il savait pertinemment qu'il était reparti, mais en tous les cas que l'Europe ne va pas dans la bonne direction. Vous publiez votre livre qui s'appelle Le Sherpa, Mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire, c'est publié chez Taillandier. Et j'ai envie de dire, ça tombe bien, parce que là, vous êtes aux avant-postes pour nous raconter comment vous analysez cette séquence un peu folle qui a commencé en début de semaine. Alors, merci d'abord de votre invitation. Je l'analyse effectivement depuis ma double expérience. Ambassadeur aux États-Unis, triple, vous avez raison, puisque j'ai aussi été à l'Élysée auprès d'Emmanuel Macron. Mais je veux dire la double expérience des États-Unis et de Donald Trump, ce premier mandat, mais aussi de 13 années à Bruxelles, à la représentation permanente, et de nombreuses crises européennes, de crises affrontées par l'Union européenne, et là on en a une sacrée, ainsi d'ailleurs que de postes en Allemagne. Et donc je pense, en voyant ce qui se passe actuellement, je pense en fait surtout aux Européens. Et je pense au fait que là, ils sont amenés à d'abord exercer leur devoir de solidarité, qui est un principe très important dans l'Union européenne. Quand un pays est attaqué... qui tarde à se mettre en place quand même. Pardonnez-moi. Non, je ne crois... Là, je ne pense pas, sincèrement, parce que le fait d'avoir envoyé... d'avoir accompagné le Danemark pour l'envoi de certaines troupes, d'avoir tout de suite fait des déclarations en soutien au Danemark. Non, je pense que la solidarité a été affirmée. Là, oui, sur le Groenland. On est d'accord, pardon. Et je crois que ça, c'est un principe important. Mais maintenant, évidemment, l'essentiel, c'est de voir ce que va faire le président Trump le 1er février et comment les dirigeants européens qui vont préparer leur potentielle réaction jeudi soir, demain soir en sommet, vont effectivement réagir. Est-ce qu'il y aura l'unité, la détermination suffisante, mais aussi le calme, c'est-à-dire la disponibilité à parler, mais en même temps la détermination à réagir. Est-ce que vous diriez que l'Europe est dans un goulot d'étranglement ? Non, je n'emploierais pas cette expression. Je dirais que quelque part, elle est au pied du mur plutôt, mais qu'elle a tous les moyens de franchir l'obstacle. J'ai évoqué les nombreuses crises que j'ai vécues au sein de l'Union européenne. J'ai vu comment chaque fois l'Union européenne a réagi. D'ailleurs, vous connaissez la célèbre citation de Jean Monnet, l'un des fondateurs de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la construction européenne, c'est la somme de toutes les solutions apportées par les Européens aux différentes crises qu'ils traversent. Et j'ai vu comment à chaque fois, parfois très difficilement, parfois trop tard, parfois après bien des crises, des sommets de crise, eh bien, il y a eu des solutions. Là, je reconnais que la crise est d'une nature différente. On a quand même face à nous le pays qui était notre allié principal. C'est une crise inédite, d'un format qui est vraiment un défi, mais je pense malgré tout que les Européens ont les moyens de faire face. Alors, ça dépend de ce que vous appelez par moyens, monsieur l'ambassadeur, parce que moyens, d'abord, vous avez raison, il faut qu'il soit des moyens politiques, et puis après, il y a les moyens
économique. Vous avez sachant raison. que tous les pays ont des logiques économiques différentes. Non, absolument. Que ce soit l'Allemagne. L'Allemagne, évidemment, elle ne veut pas qu'on joue trop les durs à cuire avec le président américain parce qu'il y a un enjeu pour l'industrie automobile allemande. Nous, on a un enjeu avec la filière vin et champagne. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais vous savez, quand je parle des crises européennes que j'ai vécues, c'était toujours comme ça. Au départ, les pays européens n'avaient jamais les mêmes intérêts. D'accord, mais... Donc là, vous avez raison. Quand je disais on a les moyens, vous avez raison de dire qu'en fait, il y a deux choses différentes. On a incontestablement les moyens matériels, parce que l'Union européenne est très important, le marché intérieur est un levier extraordinaire avec tout ce qu'il représente pour les entreprises américaines notamment. Mais est-ce que nous aurons la volonté d'utiliser ces leviers? C'est aussi ça la question. Oui. Pardonnez-moi, mais c'était ma question. C'était ma question. Et moi, est-ce que vous pensez que là, le mur est vraiment, on est vraiment au pied du mur, c'est-à-dire on ne peut pas faire autrement? Sinon, c'est quand même un peu la désagrégation de l'Europe. Est-ce qu'il y a une prise de conscience telle qu'ils vont arriver à se mettre d'accord? C'est quoi votre pronostic? C'est ça qu'on a envie de vous entendre. Eh bien, je l'ai formulé par rapport à mon expérience. Mon pronostic est que les Européens vont se mettre d'accord, en effet, pas forcément sur l'utilisation du règlement anti-coercition, qui est un peu le recours suprême. Le bazooka commercial, comme on dit, qui a été fait pour la Chine. Qui a été fait pour la Chine, mais aussi parce que l'Union européenne, oui, pour répondre à des coercitions chinoises, mais quand même pas seulement, parce qu'on se rappelle en Europe, on a la mémoire des sanctions extraterritoriales déjà américaines, et c'était avant Trump. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les sanctions Cuba, Libye, Iran, etc. Donc on a quand même... depuis des années, l'Union européenne cherchait un moyen de répondre à ce type de pression. Donc on a cet instrument, mais on peut répondre autrement. Vous savez que jusqu'au 6-7 février, on a sur la table ce paquet de 93 milliards d'euros de droits de douane qui avait été préparé l'année dernière au cas où il n'y aurait pas eu d'accord. Il est toujours disponible. Il est toujours disponible. On en parlera tout à l'heure avec la présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires qui sera mon invitée, Aurore Lalucq. Oui, mais en même temps, il est toujours pas en application, donc on est toujours suspendu, quoi. Mais pourquoi on n'a pas dégainé? Mais on l'a pas dégainé pour l'instant parce que les États-Unis n'ont pas non plus dégainé. Non, mais eux, c'est pas ça, c'est pas à cause ou grâce à Donald Trump. C'est la Cour suprême qui a suspendu ça. Ah non, ce que je voulais dire, vous avez tout à fait raison, il y a aussi l'épée de Damoclès sur le président Trump de la Cour suprême. Mais c'est pas à ça que je faisais référence. Je faisais référence au fait que Trump, il a dit quoi? Il a dit qu'il mettrait des droits de douane de 10% le 1er février, on n'est pas encore le 1er février, et de 25% le 1er juin. Donc, il faut évidemment attendre de voir s'il le fait. On ne va pas déjà décider si une réponse est quelque chose... Vous connaissez la méthode Trump, hein, c'est d'annoncer des choses et puis après, il les fait ou il ne les fait pas. Donc, je pense que ces droits de douane, on ne les avait pas dégainés l'année dernière parce qu'il y a eu un accord, quoi qu'on pense de cet accord. D'ailleurs, le Parlement européen vient de décider de repousser la ratification de l'accord de l'année dernière. C'est une première réponse européenne, après tout. Hein. Il y a déjà une réponse européenne. Et puis, on a dit, ces droits de douane qu'on n'a pas dégainés l'année dernière, on les garde à notre disposition si on en a besoin. Et donc, ils sont disponibles. Deux questions un peu, vous qui avez analysé, décrypté, comment est le climat en Europe en ce moment, vous le trouvez comment? Vous êtes... Beaucoup d'anxiété, certainement. Parce que là, comme je le disais, ce n'est pas une crise, même comme celle que j'ai connue, qui était déjà super grave. Les dettes, la crise financière, les réfugiés, le Brexit, l'invasion de l'Ukraine, on est passé par des moments très très graves. Mais là, le problème, c'est qu'on a à la fois l'agression russe en Ukraine, la question de nos relations avec la Chine, qui est quand même, on n'en parle pas beaucoup, mais qui est aussi très très compliquée, quand même au cœur un peu de... avec les terres rares et toutes les mesures chinoises. Les enjeux commerciaux. Et puis le déséquilibre, le gros déséquilibre. Mais est-ce que le couple franco-allemand... Et puis maintenant, on a notre principal allié qui
qui n'est plus notre allié. Qui n'est plus notre allié, qui se comporte plus comme allié. Et pas seulement sur le plan économique et des mesures dont il nous menace à cause de la volonté d'annexer le Groenland, mais même sur le plan, je dirais, idéologique. Vous avez entendu ce qu'a dit Donald Trump à Davos, la critique des pays européens qui était déjà dans la nouvelle stratégie de sécurité nationale qui a été publiée à Washington. Donc tout ça, ça crée de l'anxiété, c'est normal. Ça crée de l'anxiété. Mais est-ce que du coup, ça resserre un peu les liens, sachant qu'il y a une nouvelle élection, enfin, il y a eu une élection en Allemagne avec, donc, qui a conduit au pouvoir en tant que chancelier Friedrich Merz. Donc on sent quand même qu'il y a un petit rapprochement avec la France, c'était moins évident avant. Mais à son tour, comme l'a souligné très amicalement Donald Trump, c'est dans quelques mois, Emmanuel Macron ne sera plus là, donc il est totalement démonétisé. Vous voyez, et puis il y a l'Italie qui fait son bonhomme de chemin avec Giorgia Meloni qui est devenue un peu la dame de fer de l'Europe et puis celle avec qui accepte de discuter Donald Trump. Alors d'abord, le président français n'est pas du tout démonétisé quand on vient au sein du Conseil européen. La voix de la France porte. Mais de toute manière, oui, je crois que malgré les différences que vous aviez à juste titre soulignées, que je reconnais, qui sont à la fois politiques, confère Mme Meloni, comme vous venez de le dire, qui sont d'intérêt économique, confère l'industrie allemande, comme vous l'avez aussi dit, je pense qu'en effet, vu cette pression qui s'exerce, qui est très forte sur les Européens, je pense qu'ils resserrent et ils vont resserrer les rangs parce que ils comprennent, on comprend, je crois, assez bien deux choses actuellement. Oui. Premièrement, si nous sommes divisés, nous allons beaucoup perdre. Oui. Et deuxièmement, si nous ne répondons pas, nous allons aussi beaucoup perdre parce que nous donnerons raison à Donald Trump qui dit que les Européens sont faibles. Vous voyez, donc pour ces deux raisons, on est amené à resserrer les rangs. Philippe Etienne, on va écouter juste Donald Trump, là, justement, tout à l'heure à Davos, sur l'Union européenne, sur l'Europe. Hein. Accrochez-vous. Je tiens à discuter de la manière dont nous avons accompli ce miracle économique, peut-être aussi de la manière dont vous aussi pouvez faire beaucoup mieux en suivant notre exemple, car certains endroits en Europe ne sont franchement plus reconnaissables. Ils sont méconnaissables. Il n'y a pas matière à débat. Des amis reviennent de différents endroits en disant « je ne reconnais pas cet endroit ». Et ce n'est pas dans un sens positif, mais dans un sens très négatif. J'aime l'Europe, je veux que l'Europe aille bien, mais elle ne va pas dans la bonne direction. Alors, réaction écoutez, moi, personnellement, je ne suis pas... À mon humble niveau, comme citoyen, je ne suis pas d'accord avec cette vision de l'Europe. L'Europe va pas bien, la France va pas bien. Non, mais je ne dis pas qu'on va bien, mais je ne dis pas non plus que les États-Unis vont parfaitement bien. Chaque pays a ses problèmes. Et je sais comment... Quand j'étais ambassadeur de France aux États-Unis, vous savez, les États-Unis, et là je ne parle pas de Donald Trump, je parle de l'opinion qu'on rencontre souvent, les Américains ont souvent une vision un peu surannée des pays comme la France, l'Italie, voire l'Allemagne. Des pays où on mange bien, où il y a des beaux monuments. Alors, où il y a Versailles. D'un certain côté, finalement, ce serait bien que ça soit un peu l'Europe musée qui... où les touristes viennent, ce qui d'ailleurs, entre nous soit dit, est très important pour la France, mais ce n'est pas seulement ça l'Europe, en effet. Il y a de l'innovation, il y a aussi des évolutions sociales, il y a des débats politiques. Tout ça existe aussi aux États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à apprendre de la société américaine. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les États-Unis. Je crois beaucoup au dynamisme, au miracle américain. Deux questions, parce qu'après, je sais qu'il faut qu'on vous libère. Philippe Etienne, d'abord, vous avez présenté vos lettres de créance à Donald Trump lors de son premier mandat. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, quand vous avez passé 5 ans à Washington, est-ce que vous avez entendu le mot Groenland ? Alors oui, le cas l'idée a été évoquée pendant le premier mandat. Vous savez, la plupart de ce qui nous occupe aujourd'hui, on en a parlé pendant le premier mandat de Donald Trump. Simplement,
pas du tout avec le même caractère d'affirmation. Même violence, on peut dire une violence. La même brutalité, la même violence. Non, mais cette idée n'est pas complètement nouvelle. Et d'ailleurs, comme vous le savez, les États-Unis, dans le passé, avaient déjà fait des propositions d'acquisition de ce territoire. Oui, bien sûr, mais il y a longtemps, en fait. La dernière fois, je crois, juste après la Deuxième Guerre mondiale, mais du moins, c'est ce que j'ai lu. Donc oui, on en avait entendu parler, mais absolument pas sur ce mode. Oui. Et juste quand Donald Trump disait tout à l'heure à Davos, mais j'ai appris je deviens diplomate. Vous qui êtes un diplomate de carrière, je vois que ça vous fait rire, mais non. Bien, tout dépend ce qu'on appelle diplomate. Mais en tout cas, Donald Trump a sa méthode. On connaît son origine professionnelle. D'ailleurs, quand il dit « il me faut un titre de propriété pour le Groenland », c'est une expression, effectivement, de négociation immobilière. Et on sait aussi que c'est un homme qui est très doué pour la communication. Philippe Etienne, vous publiez donc Le Sherpa, mémoire d'un diplomate aux avant-postes de l'histoire, c'était chez Taillandier. Il y a un point quand même, le monde que vous décrivez dans vos mémoires, que vous avez connu, n'a plus rien à voir avec le monde d'aujourd'hui ou dans lequel est en train de nous projeter Donald Trump. Alors c'est justement l'un des fils rouges de ce livre que j'essaye de tirer. En fait, le monde que nous connaissons aujourd'hui est très différent du monde que j'ai traversé, sauf que j'ai quand même vécu aux États-Unis, mon dernier poste, y compris sous Donald Trump. Mais en fait, le monde d'aujourd'hui ne s'explique pas quand même sans qu'on connaisse bien notre histoire. Donc c'est vrai qu'il est très différent, mais il est important de savoir d'où nous venons. Alors peut-être un point là-dessus. Avez-vous entendu Donald Trump tout à l'heure qui a dit « sans nous les Américains, peut-être que vous parleriez allemand ou japonais ». Vous avez réagi comment quand vous avez entendu cette phrase, faisant allusion évidemment au fait que les Américains, évidemment, ils sont intervenus en 1944 et 1945. À la demande du président de la République, pendant les 2 dernières années, j'ai présidé la mission pour la commémoration du 80e anniversaire de la libération de la France. J'ai rencontré, madame, les derniers survivants des GIs, des vétérans qui nous ont libérés. Certains sont devenus des amis très proches, ils ont plus de 100 ans. Nous avons le devoir, et nous avons, je crois, ce respect, mais nous avons le devoir de les respecter infiniment et de leur être infiniment reconnaissants. Ceci étant, puisqu'on est aussi dans un autre anniversaire, le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance des États-Unis, on pourrait aussi dire qu'il n'y aurait pas d'États-Unis sans la France. Ah oui. Donc, je pense qu'il faut non pas... Chacun son tour. Il ne faut pas essayer de faire des comptes, il faut être fiers ensemble. Oui. Il faut être fiers ensemble de ce qu'on a fait, y compris de ce que Américains et Français ont fait, y compris il y a 80 ans, quand on a été libérés grâce aux soldats américains, mais aussi grâce aux résistants français, et quand on a reconstruit notre démocratie, notre République. Ouais, la diplomatie, c'est tout un art. Et ça fait partie de notre présent aussi. C'est pour ça que je disais que le monde qu'on connaît aujourd'hui, il est très inquiétant, mais il faut savoir d'où on vient, et il faut par exemple se souvenir de ce qui s'est passé il y a 80 ans. Merci beaucoup Philippe Etienne d'avoir été avec nous. Donc le Sherpa, voilà, c'est une manière aussi de retrouver ce fil dont vous parliez, de la géopolitique, de la diplomatie française. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.